Lors de l'anniversaire de ma mère, elle a levé son verre et a dit « Le meilleur cadeau ? Que tu quittes ma vie. » Alors j'ai fait mes affaires, vendu la maison, gelé tous les comptes. Et disparu. Mon nom est Cassandra Martin, j'ai 35 ans, et j'ai toujours cru être une bonne fille. J'ai passé ma vie entière à essayer de plaire à ma mère, Evelyne, en organisant le dîner d'anniversaire parfait dans son restaurant préféré à Paris. Quand elle a levé son verre de cristal pour un toast, j'attendais de la gratitude. Au lieu de cela, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Le meilleur cadeau serait que tu quittes ma vie. » Ce qu'elle ignorait, c'est à quel point j'allais prendre ces paroles à cœur. Avant de vous raconter comment j'ai disparu de la vie de ma mère, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû couper les ponts avec une famille toxique. Je suppose que pour comprendre pourquoi ces mots m'ont brisé ce soir-là, vous devez connaître notre histoire. Mes souvenirs d'enfance sont remplis des regards désapprobateurs et des remarques cinglantes de ma mère. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Mon art était désordonné. Mes notes n'étaient jamais assez parfaites. Et mes vêtements n'étaient jamais assez élégants. Tandis que d'autres mères accrochaient fièrement des dessins d'enfants sur leur réfrigérateur, la mienne soulignait chaque défaut avant de les jeter à la poubelle. Tiens-toi droite, Cassandra. Personne n'aime une fille avec une mauvaise posture, disait-elle en public, me tirant les épaules si fort que cela laissait des marques rouges. Souris davantage, mais pas comme ça. Tu as l'air ridicule. Ces corrections constantes sont devenues la bande-son de mon enfance. Mon père était différent. Papa était chaleureux, encourageant et rapide à louer mes efforts. C'est ma fille brillante, disait-il, les coins de ses yeux plissés lorsqu'il me voyait présenter mon projet de foire scientifique ou une histoire que j'avais écrite. Il était le tampon entre la critique froide de ma mère et ma fragile estime de moi-même. Mais quand j'avais 12 ans, tout a changé. Papa est mort subitement d'une crise cardiaque. Je l'ai trouvé effondré dans notre jardin pendant que maman était à son club de bridge hebdomadaire. Je me souviens encore avoir crié à l'aide, le voisin se précipitait pour effectuer un massage cardiaque, les gyrophares de l'ambulance illuminant notre maison. Et je me souviens des premiers mots de ma mère à l'hôpital. « Pourquoi tu ne l'as pas surveillé plus attentivement ? Tu savais que son cœur était fragile. » Ces mots se sont profondément ancrés dans ma psyché. D'une manière ou d'une autre, dans le récit de ma mère, je suis devenu partiellement responsable de la mort de mon père. Ce fut le début d'une culpabilité qu'elle cultiverait en moi pendant des décennies. Mon adolescence est devenue une quête interminable d'approbation qui n'est jamais venue. J'ai rejoint tous les clubs, maintenu une moyenne de 18/20, suis devenu capitaine de l'équipe de débat et rédactrice en chef du journal du lycée. Chaque réussite était accueillie par un « La fille de Madame Bernard a été acceptée à Sciences Po » ou « La fille de Madame Leclerc a beaucoup plus de présence sur scène lors de son récital ». Malgré le découragement de ma mère, j'ai obtenu une bourse complète pour l'université Paris-Sorbonne. « Tu vas probablement abandonner après un semestre », a-t-elle dit quand je lui ai montré la lettre d'admission. « L'université est plus difficile que tu ne le penses. » Mais je n'ai pas abandonné. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien, avec une double spécialisation en finance et en économie. Maman n'a pas assisté à ma remise de diplôme, prétextant une migraine. Ma vie amoureuse a été la plus durement touchée par son ingérence. À 22 ans, j'ai fréquenté Antoine, un étudiant en médecine gentil que mes amis adoraient. Quand il est venu dîner, maman a passé la soirée à me miner subtilement. Cassandra a toujours été si maladroite avec les garçons, lui a-t-elle dit au dessert. Je suis surprise qu'elle ait attiré ton attention. Une semaine plus tard, elle l'a appelé en privé pour lui parler de mes problèmes émotionnels et de la façon dont j'avais besoin de plus de thérapie avant d'être prête pour une relation sérieuse. Il a rompu peu après. Ce schéma s'est répété avec Julien à 25 ans et Thomas à 28 ans. Chaque fois, ma mère trouvait des moyens de saboter tout bonheur que j'avais trouvé. « Je veille juste sur toi, disait-elle. Tu as un jugement terrible en matière d'homme. » Malgré tout, j'ai construit une carrière réussie en tant que conseillère financière. À 35 ans, je gérais des portefeuilles pour des clients fortunés et j'avais été promue conseillère principale dans mon cabinet. J'ai acheté un magnifique appartement dans le quartier du Marais à Paris et j'avais créé une vie stable pour moi-même. Et pourtant, je continuais à soutenir ma mère. Après la mort de papa, elle n'a jamais travaillé, vivant des assurances vie puis de sa pension. Lorsque ses fonds ont diminué, j'ai commencé à compléter ses revenus.
Je payais ses impôts fonciers, couvrais ses factures d'électricité, et finançais son style de vie extravagant. Chaque dimanche, je conduisais jusqu'à sa maison en banlieue, l'écoutais se plaindre de ses voisins, de ses amis, et le plus souvent, de moi. Cette année, pour son 65e anniversaire, j'avais prévu quelque chose de spécial. J'avais réservé une salle privée au restaurant Le Grand Véfour, son restaurant préféré. J'avais invité ses amis les plus proches, organisé un photographe professionnel, et commandé un gâteau personnalisé dans la pâtisserie qu'elle avait mentionné une fois de passage. Pendant des mois, j'avais travaillé avec un joaillier pour restaurer le bracelet de saphir de ma grand-mère, un bijou de famille que ma mère avait toujours convoité, mais que ma grand-mère m'avait légué. J'ai décidé qu'il était temps de le lui offrir, espérant que ce geste généreux lui vaudrait enfin son approbation. Cet anniversaire sera différent, ai-je dit à ma psychologue la semaine précédente. Je pense qu'elle verra enfin à quel point je me soucie. Ma psychologue a eu un regard inquiet, mais n'a rien dit. Au plus profond de moi, je savais que je me préparais à être déçu. Mais l'espoir est une chose tenace. Le soir de l'anniversaire de ma mère, tout au Grand Véfour était parfait. La salle à manger privée brillait de la lumière des bougies, se reflétant sur le cristal et la porcelaine fine. Des centres de table de roses blanches et d'hortensia, ses fleurs préférées, ornaient les tables. Le chef avait préparé ses hors-d'œuvre préférés, et le barman avait stocké des bouteilles supplémentaires du Saint-Émilion qu'elle préférait. Je suis arrivé une heure plus tôt pour m'assurer que tout était parfait. Mon cœur battait d'anticipation et d'anxiété alors que je redressais les marque-places et ajustais l'éclairage. Le directeur du restaurant m'a assuré que tout serait impeccable. « Votre mère doit être très spéciale », a-t-il dit en souriant. « Elle l'est », ai-je répondu automatiquement, bien que mon estomac se soit serré avec des complications inexprimées. À 19h précises, les invités ont commencé à arriver. Les amis de ma mère m'ont accueilli chaleureusement, beaucoup commentant à quel point il était merveilleux que j'ai organisé une si belle soirée. « Votre mère a tellement de chance de vous avoir », a dit Eliane, son amie la plus ancienne. J'ai souri poliment, bien qu'à l'intérieur je me demandais si ma mère partageait ce sentiment. À 19h15, ma mère est arrivée. Elle portait une robe noire coûteuse que j'avais achetée pour elle à Noël dernier, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Je me suis avancé pour l'accueillir avec un câlin, mais elle m'a offert sa joue pour un baiser à la place. Le voiturier a pris une éternité, furent ses premiers mots. Et cette pièce est trop sombre. Comment va-t-on voir correctement? Je peux leur demander d'ajuster la lumière, ai-je proposé rapidement. Elle a soupiré. Laisse tomber. C'est bon. Qui a choisi ces fleurs? Les hortensias me font éternuer. C'étaient ses fleurs préférées depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je l'avais vu les planter dans notre jardin chaque printemps tout au long de mon enfance, mais je n'ai rien dit, me contentant de faire signe au serveur d'apporter son verre de vin. Le dîner s'est déroulé avec ma mère tenant le rôle principal parmi ses amis. Elle a à peine reconnu ma présence, sauf pour me demander de dire au serveur que son steak était trop cuit, bien que je puisse voir qu'il était parfaitement saignant comme elle l'avait demandé. Après le plat principal, avant que le dessert ne soit servi, je me suis levé pour lui présenter son cadeau. La petite boîte de velours bleu pesait lourdement dans mes mains alors que j'approchais de sa chaise. « Maman », ai-je dit, ma voix plus forte que je ne me sentais. Je voulais vous donner quelque chose de spécial pour votre 65e anniversaire. Je lui ai tendu la boîte. C'était le bracelet de grand-mère. Je l'ai fait restaurer et le fermoir a été remplacé par de l'or blanc. La table est devenue silencieuse alors qu'elle ouvrait la boîte. Les saphirs captaient la lumière, scintillant contre les montures en or blanc. C'était vraiment magnifique, et j'avais dépensé des milliers d'euros pour la faire restaurer professionnellement par l'un des meilleurs bijoutiers de Paris. Ma mère l'a regardé un long moment, puis a fermé la boîte d'un claquement. « Grand-mère aurait dû me laisser ça en premier lieu », a-t-elle dit froidement. Elle a toujours eu une préférence inappropriée pour toi. La table est devenue inconfortablement silencieuse. Eliane, assise à côté de ma mère, lui a doucement touché le bras. « Evelyne, c'est un beau cadeau. » Ma mère a posé la boîte sur la table sans un mot de plus. Mes joues ont brûlé d'humiliation alors que je retournais à ma place. Quand le gâteau est arrivé, illuminé par les bougies, tout le monde a chanté joyeux anniversaire. Ma mère a souri pour le photographe, puis s'est levée pour porter un toast. « Merci à tous d'être venus ce soir », a-t-elle dit, sa voix portant dans la pièce désormais silencieuse.
C'est agréable d'être entouré de vrais amis pour mon anniversaire. Elle ne m'a pas regardé. En vieillissant, je trouve que j'apprécie de plus en plus l'authenticité. Elle a levé son verre plus haut et a finalement tourné son regard vers moi. Ce qui s'est passé ensuite se joue au ralenti dans ma mémoire. Si je devais souhaiter un cadeau cette année, a-t-elle continué, les yeux froids. Le meilleur cadeau serait que certaines personnes quittent tout simplement ma vie. Fini le prétexte, fini l'obligation, juste la liberté des relations qui n'ont jamais été censées être. La pièce est devenue complètement immobile. Ses amis se sont agités inconfortablement sur leur siège, certains regardant leurs assiettes, d'autres échangeant des regards. Il n'y avait aucun doute sur sa signification. Pour une autre année, a-t-elle terminé, prenant une gorgée de son vin comme si elle n'avait pas publiquement rejeté son unique enfant. Je suis resté figé, incapable de bouger ou de parler. Le gâteau est resté intact devant nous tandis que le photographe, sentant la tension, rangeait discrètement son équipement et partait. Pour le reste de la soirée, ma mère a bavardé avec ses amis comme si de rien n'était. J'ai fait les gestes de l'hôtesse sur pilote automatique, tandis que mon esprit rejouait ses paroles encore et encore. Le trajet pour la raccompagner a été silencieux. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle a rassemblé ses affaires, y compris la boîte du bracelet, qu'elle n'avait pas rouverte. Le dîner était correct, a-t-elle dit en ouvrant la portière de la voiture. La prochaine fois, choisis un meilleur restaurant. Le grand Véfour a décliné. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu voulais dire ce que tu as dit à propos de vouloir que je quitte ta vie? Elle a marqué une pause, un pied sur le trottoir. Cassandra, ne sois pas si sensible. Je faisais une déclaration générale. Ça ne m'a pas semblé général. Maman, ça semblait très spécifique. Elle a soupiré lourdement. Si tu choisis de tout prendre personnellement, c'est ton problème. Mais oui, notre relation a toujours été un fardeau. J'ai fait mon devoir en t'élevant. Je ne suis pas obligé de prétendre que nous avons un lien spécial maintenant. Je paie tes factures, ai-je dit doucement. J'entretiens ta maison. Je t'accompagne à chaque rendez-vous médical. Et tu ne me laisses jamais l'oublier, n'est-ce pas? A-t-elle rétorqué. Tu penses que ton soutien financier te donne le droit d'être dans ma vie? C'est ton père en toi, qui compte toujours les points. Elle a claqué la portière de la voiture et est entrée chez elle sans se retourner. Je suis resté assise dans l'allée pendant près de 20 minutes, les larmes coulant sur mon visage avant que je ne puisse me recomposer suffisamment pour rentrer chez moi. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai réalisé une vérité fondamentale. Rien ne changerait jamais. Aucune réussite, aucun cadeau, aucun sacrifice ne suffirait jamais à faire que ma mère m'aime. Pendant 35 ans, j'avais couru sur un tapis roulant, m'épuisant pour un objectif impossible. Au lever du soleil, j'ai pris une décision qui allait changer nos deux vies à jamais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, faisant des listes et des plans jusqu'au lever du soleil vers 6 heures. J'avais une stratégie complète pour disparaître de la vie de ma mère, pas seulement émotionnellement, mais aussi pratiquement et financièrement. Tout d'abord, j'ai appelé mon bureau et laissé un message pour ma directrice expliquant que j'avais besoin de prendre 2 semaines de congé personnel d'urgence. J'avais accumulé des mois de congés non utilisés au fil des ans, toujours trop occupé à m'occuper de ma mère pour les utiliser. Ensuite, j'ai contacté Jean-Michel, un agent immobilier que j'avais aidé à acheter des biens d'investissement. Je dois vendre mon appartement rapidement et discrètement, lui ai-je dit quand il a rappelé. Pas d'annonce publique, pas de portes ouvertes. Trouve un acheteur privé prêt à payer en espèces, même si cela signifie prendre un peu moins que la valeur du marché. Tu as des problèmes, Cassandra? A-t-il demandé, inquiet. Aucun problème, les jeux assurés. Juste des changements nécessaires. Avant midi, j'avais un rendez-vous avec mon conseiller financier, Grégory. Je suis arrivé à son bureau avec une liste détaillée de comptes et d'actifs. J'ai besoin de démêler mes finances de celles de ma mère, ai-je expliqué. Chaque compte, chaque paiement automatique, chaque connexion financière. Grégory a examiné mes documents avec un œil professionnel. C'est considérable, a-t-il noté. Vous payez actuellement ses impôts fonciers, ses factures d'électricité, les paiements minimums de ses cartes de crédit, son assurance automobile et ses copaiements médicaux. Oui, et je veux que tout cela s'arrête immédiatement.
puis-je demander pourquoi? C'est assez soudain. Il est temps pour nous deux de vivre indépendamment, ai-je dit simplement. Nous avons passé 3 heures à restructurer ma vie financière. J'ai gelé le compte courant joint sur lequel je déposais de l'argent pour ses dépenses. J'ai annulé les paiements automatiques mis en place depuis mes comptes vers ses créanciers. J'ai supprimé mon autorisation d'utilisateur sur ces cartes de crédit et je l'ai retiré comme bénéficiaire de ma assurance vie et de mes comptes de retraite. Qu'en est-il du prêt hypothécaire de sa maison? A demandé Grégory. Vous faites ces paiements depuis 5 ans. Arrêtez ces deux-là, ai-je dit fermement. La maison est à son nom. La responsabilité lui incombe. De là, je suis allé au bureau de poste pour faire suivre tout mon courrier à une nouvelle boîte postale. J'ai appelé tous les fournisseurs de services que nous partagions, de la société de sécurité résidentielle au service d'entretien paysager, et j'ai retiré mon nom et mes informations de paiement. En utilisant mes connaissances en tant que conseillère financière, j'ai été méticuleuse. Je n'ai laissé aucune corde dénouée, aucun paiement automatique oublié, aucun lien financier qui pourrait me ramener dans son orbite. De retour dans mon appartement, j'ai emballé seulement ce dont j'avais vraiment besoin, vêtements, documents importants, photos irremplaçables et quelques objets sentimentaux de mon père. Tout le reste, j'ai décidé de le vendre avec l'appartement ou de le donner. Pendant que je faisais mes valises, j'ai réalisé à quel point je me souciais peu de mes possessions. Tant avait été acheté pour impressionner ma mère ou répondre à ses attentes quant à la façon dont ma vie devrait être. Les œuvres d'art coûteuses qu'elle n'aimait jamais particulièrement. Le service à dîner formel qu'elle n'utilisait jamais. Les vêtements de marque qui n'étaient jamais confortables. Tout pouvait rester derrière. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à ma mère. Il m'a fallu 7 brouillons avant d'avoir quelque chose qui exprime mes sentiments sans colère ni accusation. Maman, tu as dit que le meilleur cadeau serait que je quitte ta vie. Je te fais ce cadeau. Au moment où tu liras ceci, je serai parti. Le soutien financier que j'ai apporté au fil des ans a pris fin. Les factures de la maison et toutes les dépenses sont désormais ta seule responsabilité. Ceci n'est pas fait par colère, mais par acceptation. Tu as raison, notre relation a toujours été basée sur l'obligation plutôt que sur l'amour. Je vous libère toutes les deux de cette obligation. Ne cherche pas à me trouver. Je ne souhaite pas être trouvé, Cassandra. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et je suis allé chez elle tard dans la nuit. Je l'ai glissée sous sa porte et je suis parti sans me retourner. Cette nuit-là, je me suis enregistré dans un hôtel sous un autre nom, en payant en espèces. Alors que j'étais assise sur le lit générique de l'hôtel, j'ai ressenti un mélange surréaliste d'émotions, allant du chagrin intense au soulagement profond. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas responsable du bonheur, du confort ou de la sécurité financière de ma mère. Le poids qui s'est soulevé de mes épaules était si immense que j'ai vraiment haleté à voix haute dans la pièce vide. Au cours de la semaine suivante, mon plan s'est déroulé avec une précision mécanique. Jean-Michel a trouvé un acheteur en espèces pour mon appartement, acceptant 15% en dessous de la valeur du marché pour une vente privée rapide. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires dans une institution différente et transféré mes actifs. J'ai désactivé mes comptes de réseaux sociaux et obtenu un nouveau numéro de téléphone. J'ai pris seulement ce qui rentrait dans ma voiture, roulant vers l'ouest sans destination précise. Chaque kilomètre mettait une distance physique entre ma vieille vie et ce qui allait venir. J'ai arrêté de vérifier mon ancien email. Je n'ai pas répondu aux appels de numéros inconnus. J'ai rompu tous les liens avec mon ancienne existence. La première semaine de liberté a été désorientante. L'habitude me poussait à saisir mon téléphone pour vérifier ma mère, pour m'assurer qu'elle avait pris ses médicaments ou pour lui rappeler un rendez-vous à venir. Je me surprenais à planifier des visites du dimanche qui n'auraient jamais lieu. Parfois, la culpabilité me submergeait comme une vague, me laissant à bout de souffle de doute. Mais sous la culpabilité et le chagrin, coulait un courant de possibilités inconnues. Pour la première fois, mes décisions ne m'affectaient qu'elles. Mon temps était entièrement le mien. Mes ressources, substantielles après des années de succès professionnel, étaient à ma disposition pour être dirigées comme je le choisissais. J'avais complètement disparu de la vie de ma mère. Ce que je ne m'attendais pas, c'est à quel point j'allais aussi disparaître de ma propre ancienne vie. La Cassandra qui avait existé à Paris, la belle fille cherchant constamment l'approbation, avait disparu aussi. Qui prendrait sa place, restait à voir. Une semaine après ma disparition,
ma mère a commencé à essayer de me contacter. Au début, ses messages à mon ancien email et ses messages vocaux à mon numéro déconnecté étaient irrités plutôt qu'inquiets. Cassandra, le service d'entretien paysager dit que tu as annulé leur contrat. Appelle-moi immédiatement. La compagnie d'électricité affirme que le paiement automatique a été arrêté. Corrige cela aujourd'hui. Mes ordonnances doivent être renouvelées. Où es-tu? Elle n'a pas mentionné ma lettre. Dans son esprit, j'étais toujours responsable de sa vie, peu importe ce qui s'était passé ou ce que j'avais clairement communiqué. 10 jours après mon départ, mon ancienne assistante Marion a envoyé un email à ma nouvelle adresse, que je n'avais fournie qu'à elle et à ma psychologue. Ta mère est venue au bureau aujourd'hui, a-t-elle écrit. Elle était très bouleversée, exigeant de savoir où tu étais. La sécurité a dû l'escorter lorsqu'elle a commencé à crier. Est-ce que tout va bien? J'ai remercié Marion de m'avoir informé, mais sans fournir de détails. Le même jour, Eliane a appelé le cabinet de ma psychologue pour obtenir des informations sur moi. Liée par la confidentialité, ma psychologue n'a rien révélé, mais elle a transmis le message. Lors de notre prochaine séance téléphonique, votre mère semble escalader, a dit prudemment le docteur Martin. Eliane a dit qu'elle appelait tout le monde que vous connaissez, devenant de plus en plus frénétique. 2 semaines plus tard, ma mère a découvert que le paiement de sa maison était en retard. Cette révélation, selon le message d'Eliane à ma psychologue, l'a fait sombrer dans un tourbillon. Elle n'avait pas fait de paiement hypothécaire depuis 5 ans et avait apparemment oublié le processus. Les réseaux sociaux sont devenus son prochain champ de bataille. Bien que j'ai désactivé mes comptes, des amis m'ont transmis des captures d'écran de ces publications, qui devenaient de plus en plus dramatiques chaque jour. Ma fille m'a abandonné sans avertissement, a-t-elle écrit. Après tout ce que j'ai sacrifié pour elle. Elle a laissé sa mère âgée sans soutien ni soin. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Les commentaires étaient remplis de réponses sympathiques de personnes qui ne connaissaient que sa version des faits. Quelques-uns qui nous connaissaient toutes les deux ont exprimé leur scepticisme, mais ont été rapidement réduits au silence par ses partisans. 3 semaines après ma disparition, ma mère a reçu une notification indiquant que son compte joint avec moi avait été gelé. Selon Eliane, qui continuait de tenir informée ma psychologue, c'est à ce moment-là que la réalité a vraiment commencé à s'installer. Elle est allée à la banque et a fait toute une scène, a rapporté Eliane. On lui a expliqué que le compte était gelé et on lui a suggéré d'en ouvrir un nouveau avec ses propres fonds. Elle a dit qu'elle n'avait pas de fonds, que Cassandra gérait tout. Ma mère n'avait jamais pris la peine de comprendre sa propre situation financière. Malgré une modeste pension de mon père et un revenu de sécurité sociale, elle avait toujours compté sur mon soutien supplémentaire pour maintenir son style de vie. Sans cela, elle a été confrontée à une dure réalité. 1 mois après mon absence, ma mère a reçu une notification indiquant que les paiements de sa carte de crédit étaient en retard. Les 6 cartes avaient été utilisées à leur maximum, et elle ne faisait que les paiements minimums en utilisant mon argent. Désormais, elle faisait face à plus de 40 000 € de dettes de carte de crédit sans aucun moyen de les payer. Lorsque Jean-Michel a placé un panneau « Vendu » devant mon appartement, ma mère s'y est rendue en panique, seulement pour trouver de nouveaux propriétaires qui emménageaient. Il n'avait aucune information à partager sur moi. 5 semaines après mon départ, ma mère a manqué son 2e paiement hypothécaire et a reçu son premier avertissement formel de la banque. Ceci, couplé à sa dette croissante de cartes de crédit, a provoqué sa première crise de santé. Eliane l'a trouvée effondrée dans sa cuisine, hyperventilant d'une crise d'anxiété. À l'hôpital, sa tension artérielle était dangereusement élevée et le médecin lui a prescrit des médicaments pour l'anxiété et l'hypertension. Elle n'arrêtait pas de demander de tes nouvelles, a dit Eliane à ma psychologue. C'était la première fois que je la voyais vraiment inquiète pour toi plutôt que pour ce que tu pouvais faire pour elle. Après 6 semaines, ma mère a laissé son premier message vocal qui n'était ni exigeant ni accusateur. Sa voix semblait plus petite, plus vieille. Cassandra, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Tu me manques. La dernière partie semblait forcée, mal pratiquée, comme si exprimer de l'affection était une langue étrangère pour elle. 2 mois après mon départ, ma mère a reçu des avertissements de saisie immobilière. Sa maison, d'une valeur de près d'1 million d'euros sur le marché cher de la banlieue, avait une plus-value substantielle, mais elle n'avait aucune idée de comment y accéder ni de gérer une vente. Eliane, bien qu'elle-même âgée de 80 ans,
a aidé ma mère à rencontrer un conseiller financier qui lui a expliqué sa situation en termes clairs. Vends la maison, rembourse la dette, et trouve un logement plus abordable, où tu feras face à la faillite et à la saisie. Ta mère a finalement craqué, a rapporté Eliane. Elle a admis qu'elle t'avait chassé. Elle m'a montré la lettre que tu avais laissée. C'était la première fois que je la voyais assumer la responsabilité de quoi que ce soit en 40 ans que je la connais. 3 mois après ma disparition, ma mère m'a écrit une lettre. Eliane me l'a transmise par l'intermédiaire de ma psychologue, qui m'a demandé si je voulais la lire. J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. La lettre était différente de tout ce que j'avais jamais reçu de ma mère. Son écriture manuscrite, d'ordinaire parfaite, était tremblante. Le papier était froissé comme s'il avait été froissé et lissé plusieurs fois. Cassandra, j'ai passé ces mois à être en colère contre toi pour m'avoir abandonné. Hier, j'ai trouvé un album photo dans le grenier. Des photos de toi enfant que j'avais oubliées. En regardant ton visage sur ces photos, j'ai vu quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à voir auparavant. À quel point tu souffrais, même enfant, à cause de moi. Je n'ai pas été une bonne mère pour toi. J'étais jalouse de ta relation avec ton père. Après sa mort, je t'ai blâmé parce que me blâmer était trop douloureux. Je t'ai ressenti parce que tu étais jeune et que tu avais des opportunités que je n'ai jamais eues. Rien de tout cela n'excuse. Je ne demande ni argent ni aide. La maison sera vendue le mois prochain. Je déménage dans un appartement pour senior que je peux me permettre avec ma pension et ma sécurité sociale. Je comprends pourquoi tu es parti. Je serais parti aussi. Je suis désolé, maman. La lettre ne contenait aucune demande, aucun chantage affectif, aucune manipulation. Pour la première fois de ma vie, ma mère m'avait vu comme une personne distincte avec des sentiments valables. Une semaine plus tard, Eliane m'a envoyé une autre mise à jour. Ma mère avait vendu sa maison, remboursé ses dettes et déménagé dans un appartement pour seniors. Elle prenait des cours d'art et avait rejoint un club de lecture. La photo qu'Eliane a jointe montrait ma mère plus âgée mais d'une certaine manière plus douce, souriant timidement à l'appareil photo tout en tenant une aquarelle qu'elle avait peinte. En regardant cette photo, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru prendre. Je retournerai à Paris, pas pour rester, pas pour sauver, mais pour voir par moi-même qui était devenue ma mère en mon absence. Après 1 an à construire ma nouvelle vie à Lyon, j'ai pris l'avion pour Paris avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Daniel a proposé de venir avec moi, mais c'était un voyage que je devais faire seul. Je n'ai pas dit à ma mère que je venais. Je n'étais pas prête pour une réunion planifiée avec son poids d'attente et de déception potentielle. Au lieu de cela, j'ai réservé un hôtel au centre-ville et j'ai passé le premier jour à me familiariser à nouveau avec la ville qui avait été ma maison pendant la majeure partie de ma vie. Paris semblait à la fois familière et étrangère, comme un rêve dont on se souvient au réveil. J'ai marché dans le jardin des Tuileries, passé devant mon ancien immeuble de bureau, et près de mon ancien appartement. Ces lieux qui avaient autrefois défini mon existence quotidienne semblaient maintenant appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Le deuxième jour, j'ai rendu visite à Eliane, la seule personne, à part ma psychologue, qui savait que j'étais en ville. À 81 ans, elle restait vive et perspicace. Ta mère a changé, m'a-t-elle dit autour d'un thé dans son appartement du quartier latin. Pas complètement, bien sûr. Elle a toujours ses moments, mais il y a une humilité chez elle maintenant que je n'aurais jamais cru voir. Penses-tu que je devrais la voir ? Ai-je demandé. Eliane a réfléchi attentivement avant de répondre. Toi seul peux en décider, ma chère. Mais je dirais ceci. La femme qui t'a dit de quitter sa vie n'est pas entièrement la même femme qui vit dans cet appartement pour senior maintenant. Je n'avais pas prévu de voir ma mère ce jour-là, mais en quittant l'immeuble d'Eliane, je me suis retrouvé à conduire automatiquement vers la banlieue. La nouvelle adresse de ma mère était un modeste complexe d'appartements pour seniors, rien à voir avec la majestueuse maison de ville qu'elle avait habitée pendant des décennies. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, avec l'intention de simplement voir le bâtiment et de partir. Mais alors que j'étais assise dans ma voiture de location, je l'ai vue marcher vers l'entrée, portant un petit sac d'épicerie. Elle se déplaçait plus lentement que je ne me souvenais, sa posture moins rigide. Sans décision consciente, je suis sorti de la voiture. Nous avons failli nous heurter au café voisin de son immeuble. J'avais décidé de prendre un café pour calmer mes nerfs avant de partir. Et la voilà, dans la file d'attente devant moi.
Elle ne m'a pas reconnu au début. Mon apparence avait changé, cheveux, coiffure plus courte, expression plus décontractée, plus détendue. Ce n'est qu'en entendant la serveuse appeler Cassandra pour ma commande qu'elle a tourné la tête, les yeux écarquillés de choc. Cassandra. Sa voix était à peine un murmure. Bonjour, maman. Nous sommes restés figés, l'agitation du café continuant autour de nous. Finalement, elle a reparlé. Est-ce que tu vas bien? La question m'a surprise. Pendant toutes nos années ensemble, elle m'avait rarement demandé comment j'allais avec une véritable préoccupation. Je vais bien, ai-je dit simplement. Et toi? Elle a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Tu veux bien t'asseoir avec moi? Juste quelques minutes. J'ai hésité, puis j'ai indiqué une petite table près de la fenêtre. Nous nous sommes assises maladroitement, deux étrangères qui avaient été mère et fille. Je ne savais pas que tu étais à Paris, a-t-elle dit finalement. Je ne l'ai dit à personne, sauf à Eliane. Elle a de nouveau hoché la tête, comprenant. Tu as l'air bien, différent, mais bien. Toi aussi, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Il y avait une douceur chez elle qui n'existait pas auparavant, les lignes dures de la désapprobation perpétuelle légèrement estompées. Après quelques minutes de banalité tendue sur le temps et le café, j'ai suggéré que nous allions au parc d'en face, un lieu public, un terrain neutre, mais plus privé que le café animé. Nous nous sommes assises sur un banc, laissant un espace prudent entre nous. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Puis ma mère a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vue faire, elle a pleuré. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait parfois utilisées pour arriver à ses fins, mais des larmes silencieuses et dignes qu'elle essayait d'essuyer discrètement. Je suis désolée, a-t-elle dit, la voix ferme malgré les larmes. Je ne pensais jamais te revoir. Je ne comptais pas revenir, ai-je admis. Elle a hoché la tête. Je comprends pourquoi. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout. Eliane a mentionné que tu avais rejoint un groupe de soutien. Oui, des parents séparés de leurs enfants adultes. Le PAC, ils l'appellent. Elle a eu un petit rire d'autodérision. Au début, j'y suis allé pour apprendre comment te récupérer. Mais ce que j'ai appris à la place, c'est pourquoi tu es parti. Elle s'est légèrement tournée pour me faire face, les mains serrées sur ses genoux. Les autres parents là-bas, ils avaient tous des histoires sur leurs enfants ingrats qui les ont abandonnés sans raison. Mais pendant qu'ils parlaient, j'ai commencé à voir les schémas, le contrôle, la critique, la manipulation émotionnelle. Je me suis reconnu dans leurs histoires, et c'était inconfortable. Je suis restée silencieuse, croyant à peine ce que j'entendais. Ma psychologue, le docteur Martin, m'a aidé à comprendre quelque chose que je n'ai jamais voulu affronter. Elle a pris une profonde inspiration. Je t'ai traité comme ma mère m'a traité. C'était une nouvelle information. Ma grand-mère, décédée quand j'avais 10 ans, avait toujours semblé être une sainte dans les histoires de famille. Ta grand-mère, ma mère a hoché la tête. Elle était cruelle. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Elle me comparait constamment à mes cousins, aux enfants des voisins. Elle disait que j'étais la déception de sa vie. Sa voix s'est étranglée. Cela te semble familier? J'ai senti un frisson malgré la douce journée de printemps. Tu ne me l'as jamais dit. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'avais honte, d'une certaine manière. Comme si son traitement de moi était de ma faute. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Quand tu es née, j'ai juré que je serais différente, mais je ne savais pas comment. Je n'avais aucun modèle de bonne maternité, seulement des images parfaites de magazines et de télévision que je ne pourrais jamais atteindre. Cela explique certaines choses, ai-je dit prudemment. Mais cela ne les excuse pas. Non, a-t-elle accepté immédiatement. Ça n'excuse pas. Rien n'excuse la façon dont je t'ai traité, surtout après la mort de ton père. J'étais jalouse de ta relation avec lui. Il savait comment t'aimer d'une manière que je ne savais pas aimer quelqu'un. La franchise de cette admission m'a stupéfié. Ma mère n'avait jamais reconnu la parentalité supérieure de mon père, encore moins avoué sa jalousie de notre lien. Après sa mort, je t'ai blâmé parce que je ne pouvais pas supporter de me blâmer pour ne pas avoir été là quand il avait besoin de moi. Et puis, au fil des ans, c'est devenu une habitude, te rendre responsable de mon bonheur, de mon confort, de tout. Elle a essuyé une autre larme.
C'était mal, Cassandra. Tout cela était mal. Nous sommes restés silencieuses pendant plusieurs minutes, le poids de décennies de douleur entre nous. J'ai apporté quelque chose pour toi, a-t-elle dit finalement, en fouillant dans son sac. Elle a sorti un journal en cuir usé. J'écris ceci depuis que tu es parti. Ma psychologue a suggéré que cela pourrait m'aider à comprendre mon comportement et son impact sur toi. Elle me l'a tendu. Tu n'es pas obligé de le lire, mais si jamais tu veux comprendre, tout y est. Mon enfance, mon mariage avec ton père, mes échecs en tant que ta mère, et mon travail pour devenir quelqu'un de différent. J'ai pris le journal, sentant son poids dans mes mains. Merci, ai-je dit, sans savoir si je l'ouvrirais un jour. Je ne demande pas le pardon, a-t-elle continué. Je ne demande même pas à faire à nouveau partie de ta vie. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as dû partir et que je suis sincèrement désolé d'avoir rendu cela nécessaire. Alors que nous nous séparions ce jour-là, il n'y a pas eu de réconciliation larmoyante, pas de promesse d'une relation restaurée. Au lieu de cela, il y a eu quelque chose de plus précieux, la vérité. Pour la première fois, nous avions parlé honnêtement de notre passé commun et des dommages causés. Je vis maintenant à Lyon, lui ai-je dit alors que nous nous levions pour partir. J'ai une bonne vie là-bas. Elle a souri, un sourire sincère sans amertume. Je suis heureuse. C'est ce que j'aurais dû vouloir pour toi depuis le début. Je ne peux rien promettre, ai-je dit prudemment, mais si tu veux, nous pourrions échanger des emails. Juste voir comment ça se passe. J'aimerais beaucoup cela, a-t-elle répondu, la voix ferme, mais les yeux brillants de larmes non versées. Nous avons convenu d'une correspondance limitée, email uniquement pendant 3 mois. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, juste des mots écrits qui pouvaient être soigneusement considérés avant d'être envoyés ou lus. Alors que je la regardais retourner à son immeuble, les épaules droites mais sans le contrôle rigide, j'ai ressenti une chose inattendue, l'espoir. Pas pour la relation mère-fille que j'avais toujours désirée enfant, mais pour une connexion nouvelle et plus honnête entre deux adultes imparfaits qui partageaient une histoire douloureuse, mais qui pourraient peut-être trouver un moyen d'avancer. Dans l'avion de retour à Lyon, j'ai tenu le journal mais je ne l'ai pas ouvert. Certaines vérités devaient être abordées lentement, avec soin et soutien. Je le partagerai d'abord avec le docteur Martin, puis je déciderai si et quand je serai prête à lire les pensées non filtrées de ma mère. Daniel m'a accueilli à l'aéroport, sa présence calme étant un baume après la turbulence émotionnelle du voyage. Comment ça s'est passé ? A-t-il demandé simplement alors que nous rentrions. Honnêtement, ai-je répondu. Pas comme je m'y attendais et peut-être, juste peut-être, mieux que je ne le craignais. 2 ans se sont écoulés depuis que j'ai disparu de la vie de ma mère. Pendant ce temps, j'ai construit quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, une vie définie par la paix plutôt que par l'anxiété constante, par des connexions authentiques plutôt que par l'obligation, par l'estime de soi plutôt que par une recherche désespérée d'approbation. Ma carrière à Lyon a prospéré. J'ai été nommé associé au cabinet l'année dernière, spécialisé dans l'aide aux femmes pour atteindre l'indépendance financière après un divorce ou un veuvage. Le travail me semble significatif d'une manière que mon poste à Paris n'a jamais été, peut-être parce que je comprends de première main le pouvoir de la sécurité financière pour créer la liberté. Daniel m'a demandé en mariage il y a 6 mois sur un sentier de randonnée surplombant les monts du Lyonnais. Contrairement à mes relations précédentes, notre connexion a grandi lentement et régulièrement, bâtie sur le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que sur le désespoir ou la commodité. Quand j'ai dit oui, c'était avec une confiance totale plutôt qu'avec le doute lancinant qui avait accompagné les décisions importantes de ma vie passée. Ma relation avec ma mère a évolué vers quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Notre correspondance par email s'est progressivement étendue pour inclure des appels téléphoniques occasionnels. Noël dernier, je l'ai invitée à visiter Lyon, et à ma grande surprise, elle est venue. La voir interagir avec Daniel et sa famille a été révélateur. Elle était plus calme, plus observatrice, moins prompte à juger ou à critiquer. Quand la nièce de Daniel lui a montré un dessin, ma mère l'a admiré sincèrement sans souligner de défaut ni faire de comparaison. C'était comme si elle apprenait à être grand-mère en regardant les parents de Daniel avec leurs petits-enfants. « Ta mère n'est pas ce à quoi je m'attendais d'après tes histoires », a dit Daniel après son retour à Paris. « Elle n'est pas la même personne », ai-je répondu, réalisant la vérité de ces mots en les prononçant. « Moi non plus. Nous prévoyons un petit mariage pour le printemps prochain. » Lorsque j'ai timidement demandé si elle souhaitait y assister, la réponse de ma mère m'a surprise.
Je serais honorée, a-t-elle écrit. Mais je comprendrai si tu changes d'avis. Ce jour devrait être parfait pour toi, pas stressant à cause de ma présence. Cette considération pour mes sentiments, cette volonté de reculer si nécessaire, était la preuve de son évolution. Il y a 2 ans, elle aurait soit exigé un rôle central, soit refusé d'assister par dépit. Ma mère continue sa thérapie et son groupe de soutien. Elle fait du bénévolat dans un jardin communautaire et enseigne des cours d'art dans sa résidence pour personnes âgées. Nous n'aurons jamais le lien étroit mère-fille que certaines de mes amies apprécient avec leur mère. Trop de dommages ont été causés trop tôt et certaines blessures, bien que guéries, laissent des cicatrices permanentes. Mais nous avons quelque chose de différent, quelque chose acquis de haute lutte par la séparation, l'introspection et le changement délibéré. Nous avons une relation honnête entre 2 adultes qui se voient clairement, avec toutes leurs failles et leurs forces. Le journal qu'elle m'a donné est sur mon étagère. Je l'ai finalement lu avec le soutien du docteur Martin, 6 mois après ma visite à Paris. Ces pages contenaient une douleur que je n'avais jamais imaginée, des éclaircissements que je n'avais jamais attendus et une perspective sur notre histoire commune qui m'a aidé à comprendre, sinon à excuser, les dynamiques qui ont façonné notre relation. En repensant à ma décision de disparaître de la vie de ma mère, je vois maintenant qu'elle était nécessaire, non seulement pour ma guérison, mais aussi pour la sienne. Tant que je restais la belle-fille, absorbant ses critiques et répondant à ses besoins, aucun de nous ne pouvait changer. Ce n'est qu'en mon absence qu'elle a été obligée de confronter son comportement et ses conséquences. Tout le monde ne comprendra pas mon choix. Certains me trouveront cruel d'avoir abandonné un parent âgé sans soutien. D'autres pourraient se demander pourquoi j'ai jamais permis la reprise du contact. Mais j'ai appris que la guérison suit rarement un chemin droit ou simple. Parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est de disparaître jusqu'à ce que nous soyons vus pour notre vraie valeur. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus profondément peuvent changer avec suffisamment de temps et de motivation. Et parfois, la famille que nous créons par choix peut nous apprendre à guérir les blessures infligées par la famille dans laquelle nous sommes nés. Daniel et moi construisons une vie basée sur le respect mutuel, la communication ouverte et l'affection sincère. Sa famille m'a accueilli avec une chaleur que je n'ai jamais cru possible. Mon cercle d'amis continue de croître, chaque relation m'enseignant quelque chose de nouveau sur les connexions saines. Quant à ma mère et moi, nous avançons prudemment, chaque interaction un petit test de nos nouvelles limites et de notre compréhension. Il y a encore des moments difficiles, de vieux schémas qui tentent de se réaffirmer. Mais maintenant, nous avons les outils pour reconnaître et rediriger ces tendances avant qu'elles ne causent de nouveaux dommages. Lors de son dernier dîner d'anniversaire, une affaire tranquille dans un restaurant près de son appartement, elle a levé son verre dans un toast très différent de celui qui a changé nos vies il y a 2 ans. À une seconde chance, a-t-elle dit simplement, et à la fille qui a eu le courage de partir pour que nous puissions toutes les 2 trouver de meilleures versions de nous-mêmes. Parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir à vous-même et aux autres est le courage de disparaître jusqu'à ce qu'ils voient votre vraie valeur. Avez-vous déjà dû créer de la distance avec quelqu'un que vous aimez pour pouvoir guérir? Commentez ci-dessous et dites-moi si cette histoire vous a parlé. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec moi. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour créer des limites qui protègent votre paix.